Bienvenue sur Loup-garou France. C'est parti, nouveau témoignage. Mais j'en profite pour refaire un petit peu de promotion pour mon livre Loup-garou, la vérité. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou me contacter directement via le site officiel loup-garoufrance.fr. L'adresse mail c'est loup-garoufrance@gmail.com. loup-garoufrance@gmail.com. Vous voyez, ça s'affiche ici. Magie du montage, c'est ce qu'on veut. Donc, et comme ça, je peux vous l'envoyer directement moi-même, dédicacé, hein, avec une petite photo en plus, avec un petit orthographe. Voilà, donc, et bien, en attendant, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on passe tout de suite au témoignage. Incroyable, vous allez voir, exceptionnel. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-garou France. Oui, bonjour Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-garou France. Tu as un témoignage assez particulier. J'aurais aimé que tu nous le partages. Oui, bien sûr. Bah, écoute, comme je te l'ai dit plus tôt, hein, c'est vraiment compliqué à croire. Moi-même, étant ancien militaire, ayant 27 ans, donc 9 ans de carrière, je m'attendais pas à avoir ça. Ouais. Même là, je suis revenu il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, Oui. de mon enquête, et je dois avouer que j'arrive pas à dormir depuis. Je suis obligé de me lever toutes les heures la nuit, Ok. regarder à ma fenêtre. Ah oui. C'est compliqué. Alors, ça s'est passé où? Ça s'est passé à proximité du parc du Mercantour, sur une clairière qui est vraiment à la frontière du parc, qui est définie par les points verts, qui sont en fait la frontière du parc du Mercantour. D'accord. C'était en quelle période? En mai de cette année. Le mai de cette année, 2022. C'est ça. D'accord. C'était tu te rappelles la date exacte? Le 17. D'accord. Et c'était à quelle heure? C'était au crépuscule vers 18 ou 19 heures. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vers 18 ou 19 heures? Ben, j'étais allé donner à manger à une biche que j'ai recueillie il y a 2 ans. Oui. Et en arrivant sur la clairière, aucun bruit. Pas de bruit d'oiseaux qui chantaient, pas de mulots, pas d'écureuils, pas de chevreuils, rien du tout. Pourtant, c'est une zone en pleine forêt, donc il y a toujours de la vie. Et ce jour-là, il n'y avait rien du tout. Donc ça m'a un peu intrigué, et je dois admettre que j'ai cherché pendant presque 1 heure et demie, voire 2 heures, où étaient les animaux. Ouais. Et je n'ai rien trouvé. J'ai pas trouvé de traces, j'ai vraiment rien trouvé. Donc j'ai déposé les chapelures de légumes ainsi que les fruits et légumes que je n'ai pas mangés, bon, au cas où la biche viendrait plus tard dans la soirée. Et en partant, j'ai vu que le soleil commençait à se coucher, donc je me suis dit, il va falloir que j'y aille, j'ai pas envie de rentrer de nuit. Sachant que je n'avais pas mon téléphone, je n'avais pas mes papiers, rien du tout, donc si je redescendais sur la route et que les gendarmes m'arrêtaient, Ouais. même si j'ai la tête à l'emploi du parfait petit français, j'ai pas envie de passer une demi-heure sur un contrôle de nuit. Oui. Là, il faisait encore jour, du coup, puisqu'il était vers 19 heures. Oui. Ouais. Ok. Mais du coup, quand j'ai commencé à redescendre, j'ai fait quoi? Allez, 500 mètres. À partir de là, j'ai un passage en fait où c'est un morceau de forêt de pin. Donc c'est particulièrement dense, c'est particulièrement sombre. Que ce soit en pleine journée, au matin comme dans l'après-midi. Déjà que je n'aime pas passer à cet endroit, y repasser surtout à cette heure-ci, ça me fait des frissons. Et en passant là-dedans, j'ai dû faire quoi, 20 mètres. Il y a eu cette masse noire en plein milieu du chemin.
comme je te l'ai dit plus tôt, je pensais que c'était le chien d'un de mes voisins. En pleine montagne, des bergers, il y en a 15 sur chaque village, donc je me suis dit c'est le chien d'un de mes voisins qui est venu grappiller dans la forêt après un chevreuil ou un truc du genre. Ouais. Donc de là, je l'ai appelé, en pensant que c'était Azul, le chien de mon voisin le plus proche. Mhm. Un chien noir, un peu au pelage grisâtre. C'est forcément lui. Comme il était de dos, à quatre pattes, je me suis dit, tranquille. Mais en commençant à avancer et en l'appelant, quand j'ai vu cette masse se redresser sur ses pattes arrière, je me suis arrêté net et je me suis paralysé sur place. T'étais à combien de mètres à peu près? Comment? Tu étais à combien de mètres? À une quarantaine de mètres. Ouais. Si ce n'est pas moins. Parce qu'honnêtement, de là où j'étais, et en plus en hauteur, sachant que je descendais, la bestiole était quand même assez grosse. Moi qui mesure 1m75 et des brouettes, la chose devait largement me faire une fois demi. Ouais. Dans les 2m20, 2m30. D'accord. Est-ce que tu peux en faire une description détaillée? Une queue longue et touffue. Oui. Assez salie. Comme si la boue, les herbes, tout s'était collé dessus. Des pattes de chien, des pattes inversées avec une musculature imposante. J'ai limite envie de faire une petite blague en disant que c'est plus musclé que mon avenir tout ça. Oui. Un dos aussi imposant, ça m'a fait frissonner. J'ai vu pourtant des vidéos où il y a des chiens qui sont musclés parce que leur maître leur donne des protéines, tout ça. Ouais. Mais là, ça dépassait un autre niveau. Ben ouais. Et le fait qu'il y a un manque, je dirais pas un manque de poils, mais le fait que le poil soit ras Mhm. au niveau du dos et du haut des cuisses, comme si il était passé chez le toiletteur juste avant. Ouais. Un poil vraiment ras, noir et grisâtre, avec quelques taches en plein milieu du dos, suivant l'alignement de la colonne vertébrale. Mhm. Au niveau du cou, un pelage intensif, comme la crinière d'un lion. Mhm. Des épaules vraiment très, très évoluées, je dirais même plus évoluées qu'un humain. Et des bras avec une longueur incroyable. Ouais. Ouais, t'as bien identifié que c'était des bras et non pas des pattes à l'avant. Ah oui, je l'ai clairement vu. Ouais. Sachant que je n'ai jamais vu ça, c'était vraiment... Ça défie toute logique. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es chasseur à la base, donc tu connais quand même bien la faune, mais aussi tu es ancien militaire, c'est ça? C'est ça. Donc t'es pas quelqu'un qui a spécialement froid aux yeux. Déjà ça, et en plus de ça, je ne suis pas superstitieux. Je ne croyais pas déjà à l'époque, quand je suis rentré dans l'armée, on m'avait formé de base à ne pas croire à des superstitions, les croyances, tout ça. Mhm. Et en plus de ça, de base, je suis athée, je ne crois en rien. Et tous ces phénomènes paranormaux, déjà depuis mon plus jeune âge, j'ai appris à ne pas y croire. Oui. Enfin là, on n'est pas dans le paranormal, on est dans la cryptozoologie précisément. Non, mais c'est pour te dire que oui. j'ai jamais cru à ce genre de choses. Eh oui. Non, c'est pour notre audience qui soit pas perdue, c'est que là on parle bien d'un animal et non pas d'un esprit ou d'un truc comme ça, quoi. Je vois. Mais
Tout ça pour dire que ce soit un fantôme, un loup-garou, un vampire, machin. Ouais. J'ai jamais fait ce genre de choses. Ça me passionnait étant gamin, parce que bon, j'aimais comme tout le monde ce genre de choses. Ça me faisait des imaginations débordantes, Bien sûr. tout gamin. Mais c'est jamais allé plus loin que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je pense que déjà par mon acte de présence, en appelant assez fort la bestiole, en marchant sans gêne sur les branches, tout ça, et en plus de ça, le vent qui était dos à moi, donc qui ramenait mon odeur vers l'animal. Mhm. Je pense que l'animal, enfin la bestiole, a dû sentir une présence, pas une simple présence, mais une présence agressive. Parce que moi, de mon côté, je donne, comment dire, je donne les faits de mes amis, mais j'ai un regard et une façon de parler et de penser qui est pas positive. Je suis quelqu'un de très froid, de très franc, donc si je dois parler, je parlerai toujours comme quelqu'un qui a rien d'autre à dire que la vérité. D'accord. Donc déjà dans ma manière de parler en général, à part là, en ce moment je suis encore un peu sous le choc. Oui. Mais dans ma manière générale de vie, je parle assez méchamment. D'accord. Mais en voyant cette bête qui a commencé à tourner, mais c'est pas de s'en rester immobile, mais son buste, le haut de son corps, a commencé à pivoter à, je dirais, 90 degrés pratiquement. J'ai eu une vision nette de sa poitrine. Oui. Et de là, j'ai vu, avec, malgré la pénombre, une immense touffe de poils qui recouvrait le haut de ce qui semblait être, pour nous humains, les pectoraux. Mhm. Je sais pas comment le dire pour un animal, je n'ai pas assez dans l'anatomie animale pour... En tout cas, la poitrine, quoi. Voilà. Et le bas, c'est comme le dos, il semblait être à poil ras. À partir de ce que nous on considérerait comme les abdominaux, poil ras. Ouais. Donc de là, j'ai pas vu s'il y avait une forme musculaire assez imposante au niveau du torse, mais au niveau des bras et du haut des épaules ainsi que du cou, malgré que ce soit caché par le poil, le fait que ce soit si imposant montrait clairement que si l'animal aurait eu comme objectif de se jeter sur moi et de me tailler en pièces, ça aurait fait comme un ours. En un coup de griffe, il m'aurait déjà décapité en 1000 morceaux. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bon, je te pose pas la question si t'as pas confondu avec un sanglier, un truc comme ça, hein, évidemment. Voilà. J'ai jamais vu de sanglier complètement noir et mesurant plus de 2 mètres de haut. Ouais, c'est sûr. C'est pour une certaine catégorie de personnes qui nihilistes, qui même devant les évidences veulent toujours trouver des explications complètement tordues. Donc au moins je l'ai fait. T'as pas pensé à prendre une photo, vidéo? Non, comme j'ai dit plus tôt, j'avais pas mon téléphone, j'ai pas de papier. Et en plus, sur l'instant, quand j'ai vu ça, ma première réaction, ça aurait pas été de prendre un téléphone, de dire je vais taper un selfie ou quoi. D'accord. Non, je suis resté complètement paralysé. Tu veux dire que même si tu avais eu ton téléphone portable et que tu n'aurais pas pris de toute façon de vidéo? Je pense, et même si j'aurais essayé, je pense que quand je suis arrivé chez moi, j'étais tellement tremblant que si j'aurais fait sur le moment, j'aurais plus cassé mon téléphone par terre qu'autre chose. Ouais. C'est un vrai trauma, c'est un vrai choc pour toi. Ben, moi qui crois en rien à la base, oui, Ouais. ça m'a mis une claque. Alors, le loup-garou commence à se retourner vers toi. Et c'est vraiment effrayant parce que quand j'ai vu ce long museau avec des rangées de dents que cette bestiole ne cachait pas,
Comme pour dire que la bestiole grognait. Je ne l'entendais pas, j'entendais vraiment plus rien à ce moment-là. Comme si mes sens s'étaient débranchés de mon cerveau. Ouais. J'ai vu cette rangée de dents, j'ai vu ce museau, j'ai vu ses yeux. Je dirais pas d'un rouge brillant, mais plutôt d'un rouge sang. Oui. Au pourpre. Comme si, Ouais. comme si la bête est née avec un problème aux yeux, comme s'il y avait eu une injection, enfin un surplus d'injection de sang dans les yeux. Oui, oui. C'est la porphyrine, ça s'appelle. Ça m'a fait peur et comme je te l'ai dit plus tôt, j'avais l'impression de regarder la porte des enfers en face de moi. Ouais. Donc il avait la gueule légèrement entrouverte automatiquement. Oui. Il faisait chaud encore, peut-être. Il commençait à faire chaud en cette période chez moi. Il faisait déjà 27 degrés le soir. D'accord. Donc on devait être aux alentours de 28-30 degrés. Ouais. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il avait la gueule ouverte à ce moment précis. Alors, il se retourne vers toi, tu commences à voir correctement sa gueule. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, tout se chamboule dans ma tête. C'est à ce moment-là que je me prends la claque du siècle. Hein. Toutes les superstitions, tout ça, tout me revient dans la tronche. Comme si j'avais la vision de ma vie avant de mourir. Sauf que là, c'est clairement toutes les croyances que j'ai rejetées jusqu'à maintenant qui sont revenues dans les yeux. Et au moment où la créature me regardait, et c'est à ce moment-là où mon sang s'est glacé, j'ai voulu reculer, j'ai voulu fuir, mais je n'y arrivais pas. J'étais complètement bloqué. À cet instant précis, quand la créature s'est tournée, complètement, j'ai été sauvé par le gong du fait qu'il y a dû y avoir un accident en haute montagne, car un hélicoptère des secours en haute montagne est passé au-dessus de ma position. Et au moment où l'hélicoptère est passé, la créature a relevé la tête pour regarder l'hélicoptère. Et s'est complètement désintéressé de moi. Et c'est là où je me suis demandé qu'est-ce que la bestiole regarde, parce que j'entendais vraiment plus rien. C'est comme si j'avais un sifflement, comme si j'avais un truc qui avait explosé à côté de mes oreilles. T'étais sous une forme d'auto-hypnose en fait. C'est ça. Et au moment où je vois la créature lever la tête, je prends le risque. Hein. Bon, je m'étais déjà dit que de toute façon c'est fini, hein, c'est trop tard, je suis mort. Mais j'ai pris le risque de regarder en l'air. J'ai vu l'hélicoptère passer. Ça a duré combien de temps? 5 à 10 secondes. Ouais, t'étais en train de chercher en l'air en fait ce qui regardait, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'accord. À travers les pins. Ah, à travers les pins, oui. Oui. Et au moment où je rebaisse les yeux pour me refixer sur la position de la créature, elle n'était plus là. Gérard Majax, disparition. Ça a été rapide, ouais. Donc, il y a un autre élément, il y a une odeur. Oui. Cette odeur de sang, de métal, et cette odeur de pourri, de chair pourrie. Ça, tu l'as senti à partir de quel moment? À partir du moment où la créature ça a commencé à se tourner vers moi. Ouais, alors qu'avant tu sentais rien. C'est ça. Il y a eu une rafale de vent, quelque chose? Honnêtement, je ne sais pas. J'étais complètement déconnecté de la réalité. Ouais. C'est comme si j'étais dans un monde alternatif où la créature m'avait emmené avec lui. C'est assez dur à croire, mais je ne sais pas comment mieux l'expliquer que ça. Alors ensuite, donc cette odeur là qui passe, le loup-garou qui disparaît à une vitesse fulgurante. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu rentres chez toi? J'ai dû attendre bien 5-10 minutes avant de me débloquer. Et au moment où je reprends pleinement conscience et que je reprends les mains sur mon corps, tout se chamboule dans ma tête, je me dis putain, faut vite que je m'en aille.
j'ai vraiment pas envie de lui servir de 4 heures. Et au moment où je prends le chemin, parce que bon, que ce soit du côté gauche ou du côté droit du chemin, d'un côté c'est broussailleux, de l'autre côté il y a des ronces, c'est pas entretenu. C'est vraiment la forêt. Alors qu'à l'époque c'était un chemin de chasse. Donc je commence à descendre et j'arrive à peu près sur la position où l'animal se tenait. Et je vois pas une flaque de sang, mais des éclaboussures de sang un peu partout, sur le sol, sur l'herbe. Ouais. Et je vois qu'il y a une traînée de sang qui part sur la droite, qui part en direction du vallon. Donc, le temps d'analyser, sachant que nous, à l'armée, on nous a appris à analyser la situation, donc les éclaboussures de sang aussi. Je voyais bien que le sang descendait et ne montait pas. Les éclaboussures étaient dans la direction de la descente, et pas de la montée. Donc je me suis dit que c'est sûrement par là que cette chose s'est barrée. Et moi, vu que le chemin continue tout droit en surplombant le vallon, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je taille mon plus gros sprint pour arriver chez moi le plus vite possible. Sachant que j'ai 3 à 4 km à faire en pleine forêt. Ouais, tu t'es dit, au cas où il me suit, je vais courir. C'est ça. Et durant toute ma descente, je courais. Bon, je me suis ramassé quelques fois sur le chemin. Mes genoux peuvent encore en prouver avec les cicatrices que j'ai. Ouais. Mais quand il est arrivé, j'avais cette pensée de me dire, il est derrière toi. Oh, je ne m'étais pas retourné une seule seconde pour espérer regarder. Je n'ai pas voulu jouer de plus rien. Tu en as parlé une fois arrivé chez toi, à ta famille? Alors, sachant que je vis encore chez mes parents de temps en temps, non, je n'en ai pas parlé à mes parents, sachant que mon père et ma mère sont pas du tout dans ce genre de délire, si je puis dire. Ouais. Ils sont pas vraiment dans ces histoires-là. Mon père est un ancien militaire aussi de carrière, donc si je lui parle de ce genre de choses, il va me faire interner tout de suite. Tu en as parlé à des amis? J'en ai parlé à 3 amis de mon ancien régiment, qui eux habitent dans la même région. Ok. Et qui eux sont plutôt croyants à ce genre de choses. Tout ce qui est dans le domaine du paranormal, des loups-garous, des vampires, tout ce qui sort de la réalité, c'est leur dada. Ils adorent. Comme quoi le formatage ne prend pas sur tout le monde. C'est ça. Donc quand je leur en ai parlé au téléphone, ça les a intéressés. Ils ont dit, mais tu vas bien, il t'a pas fait de mal. Et non, l'hélicoptère des secouristes m'a sauvé de justesse. Mais je leur ai clairement fait part de ma pensée et de ma peur, qui a été, si l'hélicoptère n'aurait pas été là, je serais plus là. Ben oui. Et... Donc mes collègues ont eu l'idée de m'embarquer dans une enquête par rapport à ça. Et vu qu'on est tous dans le même groupe de chasse, on a tous la licence de chasse, le certificat d'aptitude au tir, etc. On a pris nos fusils, on a pris des pactages de 48 heures, et on est parti pendant 2 mois en montagne. 2 mois en montagne. Ouais. C'est bien, c'est bien. À partir de là, on s'est démerdé avec ce qu'on avait. Malgré qu'on soit dans le parc du Mercantour, tout ça, on a fait des choses pas très légales. Je me permets de garder ça pour moi. Ouais, tu dis ce que tu veux de toute façon. Il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, personne n'est là pour juger en plus. Personne n'a rien à dire. Parce que ce genre de choses est qualifié de la survie humaine. C'est qualifié de survie humaine. Mais étant donné que c'est dans le parc national du Mercantour, ouais. Faire certaines choses est vraiment interdit, c'est passible de prison. D'accord. Alors, du coup, tes collègues te proposent d'y retourner pendant 2 mois, rien que ça. Oui. Donc au début, j'ai refusé. Pendant 2-3 jours, ils ont forcé, j'ai refusé, j'étais tétanisé, je sortais plus de ma chambre. Ah oui. Je savais vraiment pas quoi penser.
j'arrivais même plus à dormir, à se partir sur moi. Hmm. Troisième jour, ils sont venus me voir, ils ont toqué à la porte. Ils ont dit les véhicules sont prêts, il manque plus que toi, on y va. J'étais fatigué, j'ai une valise sous les yeux. On t'entend mal là. Excuse-moi. Mais je disais, à ce moment-là, j'étais fatigué, j'avais des valises sous les yeux, je savais plus penser par moi-même. Oui. J'avais plus mon libre arbitre. J'étais carrément parti au lit. Ah oui, t'as peut-être un trauma, hein, c'est cadeau, c'est ça. Donc j'ai fini par accepter la proposition de mes amis, et de là, on est parti, on y allait. Hmm. Donc on est parti de là où je l'ai vu, de cette fameuse forêt de pins, et on est remonté. Et pendant 2 mois, en fait, on n'a pas arrêté de chercher dans tous les recoins de cette fameuse montagne, en demandant même à des passants s'ils n'avaient pas vu quelque chose, parce que de temps en temps, on tombait sur une petite piste de montagne où il y avait des randonneurs, des gardes forestiers qui passaient. Alors, excuse-moi, là, je sais pas si t'entends, il y a une meuleuse, il y a un con qui a allumé sa meuleuse. Je l'entends pas. Ah bon, moi, ça reste que je dois s'entendre à la caméra. Merde. Ok, ici ça devrait aller. Désolé pour la petite coupure. Ça fait partie des problèmes qu'on peut rencontrer lors de tournage. Je me suis dit, je vais me mettre tranquille dehors, puis finalement, on n'est jamais tranquille dehors. Excuse-moi, merci beaucoup d'avoir attendu un petit peu. Tu disais donc. Je disais donc, avec les collègues, on est parti du coup, et pendant 2 mois, on n'a pas arrêté de chercher. Donc, à un moment donné, je crois que c'était un lundi matin, on est tombé sur une piste. Donc, les pistes, souvent les gens empruntent pour faire le tour du parc. Surtout qu'on a les ruines des vieilles casernes, tout ça, donc il y a beaucoup de passages. Mhm. On a eu la chance de tomber sur des randonneurs. On leur a posé des questions s'ils n'avaient pas vu ou entendu des hurlements de loups, ou s'ils n'avaient pas vu un loup noir plus gros que la normale. Donc, sur le premier groupe de randonneurs qu'on a croisé, là, ça n'a pas abouti. Mais ils nous ont orientés vers un petit chalet. C'est une petite auberge qu'il y a dans le parc. Et il y a un berger qui aurait déjà vu ce loup plus gros que la normale, qui lui aurait emporté une brebis. Donc on y allait, et bon, manque de bol, on n'a pas trouvé ce fameux berger. Mais en repartant, on a croisé un groupe de randonneurs qui nous a dit avoir entendu un hurlement de loup derrière, pas des bosquets, mais derrière une ligne d'arbres. Mhm. En fait, sur la crête, entre deux vallons, il y a une petite ligne d'arbres, une petite ligne de chênes, de petits arbres comme ça, pas des gros. Donc on y allait, et il s'avérait qu'en bas du vallon, en fait, il y a une falaise. C'est clairement une falaise qui se rejette du côté du coup de la Vésubie. Donc c'est par là où tu allais mener ton enquête l'année dernière à Nice. Oui. Et de là, on est allé voir. Bon. On a déchargé le véhicule, on a pris nos armes, on est descendu. En arrivant là-bas, on a bien cherché pendant quoi, 1 heure, pour qu'au final, un de mes collègues trouve en fait sur le bord de la falaise, une espèce de, comme un escalier naturel de rocher, qui faisait tout le long du flanc de la falaise, pour arriver au final sur une grotte, qui s'avérait en fait une tanière. Mhm. Donc on est descendu, on est allé voir. On a eu un peu peur sur le coup, on a hésité à y aller, on a fini par y descendre et aller voir. Et en arrivant là-bas, donc déjà on a vu que c'était pas spécialement grand, mais on pouvait facilement tenir à 5 voire 8 dedans. Ça faisait la taille d'une Audi, oui, largement la taille d'une Audi, d'une berline. D'accord. Comme
commence à fouiller et en fait dans le coin, hein, vraiment dans le fond de cette grotte, il y avait des ossements qui sont assez anciens, parce qu'il n'y avait plus cette odeur de pourri, de chair en décomposition. Ouais. Il n'y avait même pas un morceau de chair par terre ou quoi que ce soit, même pas des poils, juste des ossements. Hmm. Et en fouillant dans les ossements, j'ai un de mes collègues qui a trouvé un collier balise de chien de chasse. On s'est dit, c'est pas un loup lambda qui va tuer un chien, ramener sa dépouille et le dépiéter dans cette tanière. Hmm. Donc mon collègue a regardé, les balises a été déchirées. Ouais. Et là-dessus, c'est pareil, hein, on avait nos téléphones, mais on n'a pas pris de photos. Si on se faisait attraper par les gardes, qu'est-ce qu'on leur aurait dit? Ah ben on chasse des loups-garous. Avec des fusils de chasse dans le parc du Mercantour, aucune autorisation pour faire des feux de camp, etc. Ouais. Et le fait de pas prendre de photos, même dans le cadre pour une utilisation privée. Ce contexte-là, ça ne marche pas en fait dans le parc national du Mercantour. Il y a des lois à propos de ça. Les gardes du Mercantour, c'est comme la douane. S'ils veulent fouiller le fond de tes affaires, même tes données personnelles, ils ont le droit de le faire. Très bien. Donc si on commençait à faire des photos de ça, et ça, soit on allait se faire prendre pour des fous, soit les mecs ils se seraient dit, bon, les mecs ils chassent des loups, ils sont là pour braconner. Ouais, absolument. Bon, on a juste enregistré visuellement ce qu'on a vu. Ouais. Et en voyant le collier balise de chasse détruit, clairement, hein, il y a sur le collier, donc c'est un collier en plastique, orange vif, avec justement le boîtier balise et une petite antenne. Mmh. La balise était cassée en deux. Et c'est ça qui fait peur. Parce que ce genre de balise, bon, pour l'entrée de gamme, c'est des balises en plastique. Mais là, c'était du haut de gamme, c'était des balises métalliques. Ouais. Le couvercle était métallique. Un loup lambda ne pèterait pas du métal. Hmm. Je le casserais pas en deux. Donc, dans le doute, j'ai un de mes collègues que je vais surnommer Gigi, qui a eu la grande idée, en fait, de nous proposer d'attendre dans la tanière pour voir si cette chose allait arriver. Sachant qu'en plus, si on se mettait dans le fond de la grotte, dès que la chose allait arriver, s'il se prenait des balles, obligatoirement, il allait tomber en bas de la falaise, avec le recul. Donc bon, après, je dirais bien 5 minutes d'hésitation, on a attendu. Il s'est passé à peu près 3 heures avant qu'on décide de lever le camp et de repartir. Et à ce moment-là, en fait, quand on est reparti, on a entendu ce hurlement au moment où on est arrivé sur le bord de la falaise, on est arrivé en haut du chemin. On a entendu ce hurlement et mes collègues ont dit « Ok, c'est bon, on y va, direction ouest, faut pas de course. » Donc de là, on a commencé à faire les vallons tout le long de la falaise. Et ensuite, on a repris un chemin pour aller direction plein est. On est remonté tout en haut de la montagne. On a essayé d'écouter. Et après 10 minutes d'écoute, on n'entendait toujours rien. On s'est dit, on va camper là pour la nuit. Parce que bon, entre-temps, sur le chemin, malgré qu'on soit d'anciens militaires expérimentés, on a quand même mis 3 heures à faire le bord de la montagne et à remonter. Parce que la montagne fait quand même 1700 mètres de haut. D'accord. On est arrivé là-haut, il devait être 19h, 20h. On a vu que le soleil commençait à se coucher. On n'a pas eu le courage
courage de regagner le véhicule de nuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé nos sacs, on a installé notre bivouac. Et de là, on a un collègue qui a fait un feu sous la tente de notre bivouac. Donc pas trop grand pour que ça prenne pas feu, Mhm. que notre bâche ne prenne pas feu, mais assez pour éclairer les alentours de ce qu'il y avait en face de nous. Et au moment où j'ai un de mes collègues qui est parti pour aller pisser, donc lui qui a ses pudiques, qui s'est bien enfoncé comme un débile dans le bois, on l'a entendu hurler et on est allé voir. En arrivant là-bas, on a vu un loup. Un loup lambda, mais solitaire. Mais ce loup n'était pas normal. On avait l'impression qu'il était commandé, ce loup. Parce que malgré qu'on soit 4 sur lui, des fusils braqués, quand même que le loup européen a une certaine peur de l'homme, et en plus de ça, il s'est habitué aux armes à feu. Absolument. Et si à quoi ressemble une arme à feu, Oui. il en a peur. Et ils sentent l'odeur de la poudre. Ils connaissent. Ça aussi. Celui-là, de loup, il n'a peur de rien. Il a continué à s'approcher de nous. Donc au fur et à mesure qu'il s'approchait, nous, on reculait. Il n'y avait pas loin entre notre bivouac et l'endroit où notre collègue roulait, il y avait 5 mètres. Mais même en arrivant à notre bivouac, en se mettant derrière le feu, le loup s'est avancé à presque 2 mètres du feu. Et il nous a grogné dessus en nous regardant droit dans les yeux. Peut-être était-ce une louve qui protégeait, ou un loup en tout cas qui protégeait les petits. On ne sait pas. Mais en temps normal, même dans ce genre de situation, le feu est la plus grosse, Bien sûr. la plus grande peur du loup. Ah oui, tout à fait, il ne s'approche pas du feu. Oui. Voilà. Sauf en cas d'extrême recours, comme par exemple l'attaque des humains. C'est dans des cas extrêmes, ils peuvent attaquer. C'est très rare, mais il y en a quelques-uns quand même. Et c'est toujours dans des états de famine ou alors de protection. Encore, je dirais plus que même dans un état de famine, le loup ne serait pas à ce point-là suicidaire. Bah oui, théoriquement, il s'attaque beaucoup plus à si vraiment il meurt de faim, bah, il cherche la facilité, quoi. Des bovins, des moutons, des trucs comme ça. Et là, on sentait clairement qu'il y avait un côté malfaisant qui se cachait derrière le visage de ce loup. Il avait pas la gale? Parce que Non. quand ils ont la gale, ils ont plus leur tête non plus, donc. Il n'y avait aucune perte de poils, aucune forme de maladie. D'accord. Pour dire, il n'avait même pas la rage, parce que quand un animal a la rage, oui. Il bave en abondance. Absolument. Or là, non. Je dirais plus que c'était de manière de nous dire, attention, vous êtes sur un territoire où vous ne devriez pas être. Bah ouais. Et moi qui connais assez bien les loups, je sais qu'un loup normal, même si on est sur son territoire, qu'on a plusieurs, il va juste nous observer de loin. Oui. Il va juste regarder ce qu'on fait. Si on s'en prend pas, ça ne fait pas. Absolument. Or là, ça en tournait à du limite du malsain. Le regard du loup était malsain. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe qu'on a eu ce blocage en fait de position pendant, je dirais, 3 à 4 minutes. Et d'un coup, d'un seul, il y a juste eu un mouvement d'oreille, comme si le loup avait entendu quelque chose que nous, on n'a pas entendu. Et de là, il s'est arrêté de grogner, il a redressé la tête, il a reculé. Il a marché à reculons pour regagner la pénombre. Je dirais que
c'est tellement improbable ce genre de choses. Ça en tournerait presque à un film d'horreur des années Oui. fin années 90, début 2000. Hmm. Sur ce genre de situation-là, un de mes collègues d'ailleurs qui a voulu détendre l'atmosphère a fait même la référence. Il avait l'impression de se croire dans Dog Soldiers. Oui. Je savais pas quoi penser. Même mes amis qui adoraient ce genre de choses n'étaient pas tétanisés. Ils ont eu comme moi se prendre la réalité dans la gueule. Ça leur a fait très mal. Ça faisait combien de jours que vous étiez dans la forêt? Ça faisait presque 2 mois. On était au 28e jour du deuxième mois. Ah oui, d'accord. Sans une trace, sans la visibilité de quoi que ce soit, c'est vraiment dans les derniers temps, quoi. Voilà. D'accord. Et après que ce loup soit parti, durant toute la nuit, on s'est relayé en binôme, parce qu'il y avait des mouvements dans la broussaille en fait qui nous entourait, Mhm. qui n'étaient clairement pas normales du tout. Un coup, on entendait des bruits de couilles et de buissons à droite. Un coup, à gauche, on entendait des grognements. Oui, c'est vrai que c'est un comportement mystérieux. Je connais plutôt bien les loups. De par le fait, pour comprendre ce qu'est un loup-garou, il faut comprendre ce qu'est un loup et ses habitudes, etc. Donc c'est lié. Je connais quelques témoignages d'ailleurs aux États-Unis de personnes qui ont vu un loup-garou accompagné de loups normaux. D'accord, ça me rassure pas. Ouais. Après, j'ai mené ma petite enquête sur internet et j'ai eu beaucoup d'histoires à propos de loups-garous au Kentucky. J'ai vu aussi des histoires assez similaires, mais avec, comment il s'appelait, le Dogman. Ça c'est plus, c'est pas dans tous les États-Unis, ils l'appellent comme ça principalement dans le Michigan, dans ces zones-là, quoi. Le Mais j'ai vu Wisconsin, aussi oui, qu'il y a il y a beaucoup de faits là-dessus. bien C'est, sûr. je savais pas que c'était à ce point-là développé que l'histoire autour de ce genre d'animal profond, Oui, si ancré, qu'on en était arrivé à des proportions ainsi. oui, Je oui, connais oui. l'histoire, nuance de la bête du Gévaudan, certaines histoires faisant office d'une bête noire, de loup-garou, tout ça. Mais toutes les histoires plus profondes dont on ne connaît pas l'existence, Hmm. c'est depuis ce passage-là en mai, c'est vraiment, j'y crois maintenant. Eh oui. Ouais. Et oui, pour ce qui est de la bête du Gévaudan, on sait bien que c'était manifestement bien plus un hybride de chien-loup qu'un loup-garou qui n'a pas du tout ce comportement-là. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il existe, en France, bon, je connais que deux, trois chasseurs de loup-garou qui sont d'ailleurs très discrets, ils ne sont pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Sinon, bon, excepté moi, qui est un personnage public. Sinon, aux États-Unis, je connais quelques chasseurs de loups-garous publics qui exposent leur travail sur les réseaux sociaux et oui, participent à faire connaître ce phénomène absolument incroyable et donc ça gagne à être connu et ça gagne à être tout ça, on en saura toujours plus au fur et à mesure du temps, même si on en sait déjà beaucoup quand on s'y intéresse sérieusement. On aura sans doute des petites informations supplémentaires avec le temps, comme par exemple sa longévité, combien de temps ils peuvent vivre peut-être, ou des choses comme ça. Hmm. Ouais. Donc, et ensuite, donc vous êtes rentré chez vous directement, enfin le lendemain ou? On a discuté le lendemain, on a clairement fait le point sur ce qu'on avait vu, sur ce qu'on a découvert, Ouais. et clairement, je vais arriver à ce point-là, mais j'ai perdu contact avec deux de mes collègues, justement, parce qu'ils ne savaient même plus quoi penser. En partant, ils ont dit
de se reposer un peu. Surtout après 2 mois dans la forêt, comme ça, à dormir à gauche, à droite, c'est... Non, après ça, on y est habitué. Ouais, Euh, d'accord, on est allé à différents endroits du monde, pardon. d'accord. Dans beaucoup de pays, on est habitué à ce genre de choses. Le fait de se prendre une réalité qui pour nous était de la fanfiction, hein. C'est déstabilisant. Bien sûr. Surtout pour moi qui était le plus pragmatique du groupe. Bah ouais. Pourquoi vous avez perdu contact, du coup? Honnêtement, ils ont rien dit de leur chef, mais avec du coup collègue d'IGJ, on se l'est dit. Ce qu'ils ont vu, ça les a bouleversés, ça a complètement changé leur opinion du sujet. Parce qu'ils regardaient avant ça, ils regardaient ce genre de phénomène avec de l'admiration, en disant waouh, c'est trop. Loup-garou, t'imagines un peu, il y aurait un loup-garou qui arrive comme ça en plein milieu de la vie. Ouais, Ils étaient plutôt dans cette tranche de délire-là. ouais. Bah Et ouais, avec la réalité qu'on s'est mangé, ils ont clairement dû comprendre que c'est pas comme dans les films et ni les contes. absolument, absolument. C'est marrant ta réaction, toi, bon, t'étais figé le 17 mai 2022. D'autres personnes ont plus tendance à courir. C'est marrant les différents comportements face à la peur. Ben, je sais même pas si à ce moment-là, j'ai eu le ressenti de la peur, parce que je ne pensais plus à rien. En prenant du recul, je me suis dit, mais putain, je me suis chié dessus. Ouais, Mais bah oui. sur le moment même, je sais même pas à quoi je pensais à ce moment-là. Je savais qu'en face d'un canidé, c'est comme pour tous les animaux. Il faut pas laisser montrer ses émotions. Mais je sais même pas si la créature avait deviné mes émotions, parce qu'à ce moment-là, je pense que j'avais le regard complètement vide. J'avais les globes oculaires qui étaient déconnectés de mon cordon cérébral. Cette soirée-là, quand tu as vu le loup-garou à 40 mètres devant toi, tu avais vu t'as vu par exemple ses oreilles? Oui, j'ai vu comme si c'était des ombres. Hein. Vraiment, il faisait sombre et je voyais pas le haut de la tête. Et ça faisait comme des pointes de dague. C'était long et pointu. Ouais. Avec comme pour sortir du lot. Comme pour les déguisements, je vais reprendre un film que j'avais vu à l'époque, Hurlement. Comme s'il y avait des poils dans le bout des pointes dépassés. D'accord. D'accord. Et je reviens sur le loup que vous avez vu avec tes collègues là. Il était de quelle couleur celui-ci? Celui-là, il avait l'archétype même du loup européen, assez grisâtre, un peu marron, noir. Ah ouais, un loup banal. Ouais. Ouais. Et vraiment, je ne dirais pas que j'ai pu apercevoir de quel sexe était l'animal. Mais au vu de la taille et de la corpulence même de l'animal, moi je me laisserais tenter de dire que ce serait une femelle. Parce l'animal n'était pas grand. Pourtant un loup mâle, adulte, moi qui fais 1m75 m'arrive largement à la taille. Là je dirais plus raisonnablement que ça arrivait presque à mes genoux, un peu plus haut. Ah oui, oui. Ouais, d'accord. Et même par rapport à ça, les traits du museau assez fins. Un jeune peut-être? Ou une jeune? Peut-être. C'était peut-être pas un juvénile, mais plutôt un adolescent. Ouais. Qui se demandait ce que vous faisiez là et ce qui expliquerait l'inconscience de s'approcher de vous peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais.
c'est un mystère. Et en tout cas, tu es dans une zone, hein, le sud-est de la France. Il y a énormément de témoignages. Hein, c'est assez, j'allais dire entre guillemets, c'est assez banal. C'est assez typique. C'est marrant, c'est que tu passais là pendant des années et des années en tant que chasseur. T'avais jamais rien vu. Non, jamais. Comme quoi. J'ai jamais rien vu. Bon, quand je suis allé à la chasse une fois, pardon, avec mon oncle, on avait vu le cadavre d'un chevreuil sur le bord de la chemin. Mais bon, avec tous les loups, les blaireaux, les charognards, tout ce qu'il y a dans le secteur, autant la pauvre bête, elle s'est pété la gueule en voulant échapper à un prédateur dans la descente. Et comme ça arrivait une fois avec un fan que j'ai retrouvé avec mon père quand j'étais petit, elle a fait une mauvaise chute, elle s'est pété la nuque. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais déjà récupéré un fan encore vivant et qui s'était brisé le cou parce qu'il avait fait une mauvaise chute pendant sa course-poursuite avec un renard. Ouais, d'accord. Bien. En tout cas, c'est une expérience dont tu te souviendras toute ta vie, j'imagine. Tu comptes retourner faire une expédition? Enfin, retourner faire une expédition? Honnêtement, non. Je pense que même pour tout l'or du monde, je n'y retournerai pas. J'hésite même maintenant à passer dans les côtés boisés de mon village. Ouais. Parce que j'ai la petite doigt dans ma tête, j'ai mon subconscient qui me dit non, danger. Ça fait combien de temps que tu as découvert Loup-Garou France? Honnêtement, ça fait 6 jours. Combien? 6 jours. 6 jours, d'accord. T'as eu le temps de regarder quelques vidéos alors? J'ai regardé toutes les vidéos qui se résument à la région sud-est et quelques vidéos qui faisaient étape d'attaque de loup-garou. Ouais. Bon, bah t'auras le temps de tout voir, hein. Les vidéos sont là. Mais tu verras que ton témoignage est étrangement commun. Mais si je puis te mettre en garde, si un jour tu viens par chez moi pour essayer de faire une enquête, n'y va pas avec ton katana. Je te le dis honnêtement, une arme de corps à corps, ça ne te sera d'aucune utilité contre la bestiole que j'ai vue. En fait, les loups-garous n'attaquent pas l'homme. D'ailleurs, la preuve, t'as pas été attaqué. Le katana est fait surtout au cas où quelque chose s'avançait, et c'est surtout à but dissuasif et à la limite plus me rassurer. Mais les loups-garous n'attaquent pas les hommes. Ils en ont peur. Le vrai loup, peut-être, c'est même l'homme. Je te dis peut-être le jour où tu viens par chez moi, je te passe l'arbalète de mon père. J'aurais jamais le temps de dégainer s'il y avait quelque chose. Et en plus, ça me servirait à rien parce que c'est à distance et je veux pas tuer un loup-garou loin de là. C'est vraiment au cas où, vraiment ça n'arriverait sûrement pas. Au cas où il s'approchait de moi. C'est surtout ça, quoi. Mais je pourrais jamais shooter un loup-garou à distance pour le plaisir comme ça de le tuer. J'aurais aucun plaisir à ça d'ailleurs. Et donc voilà, c'est surtout pour ça le katana. Donc ça a été mûrement réfléchi. Hein. Évidemment, au début j'avais pensé effectivement à l'arbalète, mais ça n'entre pas dans le cadre de ce que je veux faire précisément. Quoi. Mais pourquoi pas de ton côté un jour poser des caméras de surveillance à gauche à droite. Mais c'est vrai que c'est du budget, c'est du temps, tout ça. Faut avoir envie, quoi. Si je dois faire ça un jour, je pense que déjà de un, j'y retournerai armé, et en plus de ça, j'irai pas tout seul. Bah ouais. Même si ça n'attaque pas à première vue l'homme, on n'est pas à l'abri d'une éventualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais disons que 99,9% tous les témoins sont unanimes depuis. J'ai des témoignages depuis plus de 12 ans. C'est très 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 rare. C'est comme pour les loups, hein. C'est très 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 rare. Alors c'est pour ça que je prends le minimum de précautions quand même, mais c'est assez sauvage. C'est vraiment vraiment sauvage un loup-garou. C'est pas du tout hostile envers l'homme. Quand ça grogne, c'est vraiment parce qu'il a peur. Il va défendre un territoire ou quelque chose comme ça, mais il va pas te sauter dessus pour te mettre en charpie ni rien du tout, quoi.
Ils s'attaquent aux animaux, c'est comme les loups, en fait, ils vont s'attaquer directement au plus facile. Donc, ils vont voir du bétail, ou dans le pire des cas, des chats, des chiens, des lapins, des trucs comme ça, des poules, quand ils approchent des villages. Mais généralement, quand ils s'approchent des villages, c'est qu'ils commencent sérieusement à avoir faim, quoi. Sinon, ils s'approchent pas des villages non plus, ils restent loin de toute civilisation, quoi. Ils savent très bien que l'homme est dangereux. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir témoigné et tu retrouveras ce témoignage-là je sais pas, dans fin d'année. Tu verras, il y aura d'autres témoignages qui vont arriver avant le tien. Donc, t'inquiète pas, ça prend un peu de temps, mais voilà, sois sûr qu'il sortira bien sur le Garou France et voilà. Et on conserve ton anonymat le plus complet, bien sûr. D'accord, mais pas de souci. Et le petit message de la fin, hein, force à tous ceux qui ont vu ce genre de créature. Je sais pas comment il y en a qui font garder encore le sourire, mais moi, j'essaie de rationaliser la chose. Et puis surtout, toi, fais attention pendant tes enquêtes. Parce que bon, comme je l'ai dit plus tôt, on n'est jamais à l'abri d'une éventualité. Et s'il est affamé, le bordel, à mon avis, ça sera pas contre un petit morceau de cuisse ou un petit morceau de bras. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. À toi aussi, Morgan. À bientôt. Salut. À bientôt. Il y a un nouveau témoignage dans la boîte. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Désolé pour la petite coupure. J'aime pas trop changer de décor en plein tournage comme ça, mais bon, c'est pas grave. On a le témoignage complet, c'est ce qui compte. Et ce qui est, en tout cas pour moi, très intéressant, c'est surtout la vision du 17 mai 2022. Puisque là, il est question de loup-garou. Pas que le loup ne m'intéresse pas, mais c'est pas mon sujet directement, quoi. Donc, super témoignage. Tout est là, hein. L'odeur, le quadripède qui se met en mode bipède, etc., etc. C'était encore un sanglier. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à soutenir activement mon travail. Les prochains témoignages, les prochains reportages, vous avez ici le PayPal. Le lien est dans la description, bien sûr. Ça m'aide concrètement. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Le petit like qui fait super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions vis-à-vis du loup-garou, j'ai écrit un livre exprès pour ça qui répond à toutes les questions. Donc allez-y, le lien est aussi dans la description. Ou comme je l'ai dit au début, vous pouvez me contacter directement loup-garoufrance@gmail.com si vous voulez le livre avec une petite dédicace. Merci beaucoup. Vous étiez sur le Garou France.